Bonjour, aujourd'hui donc je reçois Karine Champagne du Québec. Alors Karine est conférencière, animatrice et fondatrice des MV. Donc je dis pas ce que c'est toi qui nous expliqueras tout à l'heure dans un instant de quoi il s'agit. Donc Karine a été journaliste à la télé québécoise pendant de nombreuses années et elle a choisi de quitter le navire pour... c'est toi qui le dis, hein, ce que j'ai lu, donc tu avais décidé de quitter le navire pour inspirer les femmes à devenir les rockstars de leur propre vie. Donc voilà, tu nous parles beaucoup de dépassement de soi et comment le sport a pour toi été un antidépresseur puissant. Donc merci déjà Karine d'accepter cet échange aujourd'hui. Moi je t'ai rencontré lors d'un événement à Paris et j'ai été vraiment touchée par le témoignage que tu nous as fait et aussi par, on va dire, le punch que tu as. Et on a beaucoup de mal à s'imaginer que tu as pu traverser la dépression. Donc voilà, c'est très inspirant pour moi et pour les personnes qui nous écoutent certainement, de voir quel parcours tu as eu et comment tu t'en es sorti. Donc peut-être dans un premier temps, je t'invite à te présenter. Moi, je l'ai fait à ma manière, mais tu as certainement beaucoup de choses à ajouter pour nous dire qui tu es. Mais c'était vraiment, Sylvie, une super présentation. C'est vrai que j'ai comme plusieurs vies professionnelles et alléluia, parce que ça nous permet de découvrir plein de choses. J'ai toujours voulu faire de la télé. Donc, toute petite, je me visualisais déjà et je me projetais dans le téléviseur en me disant, je veux dire bonsoir, mesdames et messieurs, bienvenue à nos informations. Alors, j'ai grandi avec ce seul et unique objectif professionnel. Et je suis arrivée finalement à mes fins à 20 ans, après avoir étudié. J'ai commencé tout de suite à être lectrice de nouvelles, journaliste, et j'ai fait ça pendant 21 belles années. J'ai adoré chaque étape, mais je me suis rendu compte que j'étais vraiment dans un cadre hyper sérieux. Tu sais, on me voit le cheveu un peu hirsute, frisé, j'avais les cheveux très droits, très raides, j'essayais de rentrer dans le cadre, le veston, le tailleur, puis je devais être très sérieuse, comme bonsoir, sur la scène internationale à Paris. Puis, tu sais, il fallait vraiment que je rentre dans un rôle. J'ai aimé ça, mais à un moment donné, je me suis rendu compte que j'avais plus envie de faire ça. Que mon talent de communicatrice, je ne l'utilisais pas de la bonne façon. Que j'avais envie d'avoir plus d'empathie. J'avais envie d'être plus... le human interest était plus important pour moi. La santé, l'éducation, les femmes. Et à travers ça, j'ai eu le privilège, parce que c'est un grand succès pour moi d'avoir surmonté la dépression. J'ai fait une dépression. Et pour moi, c'est vraiment comme si c'était la coquille qui craquait et qui permettait à toute ma lumière d'enfin sortir. Donc, de souffrir de dépression était pour moi une façon, j'appelle ça un coup de 2 par 4 cosmique, donc ou un coup de bâton de baseball dans le front de l'univers, bang, pour me dire, Karine, il est temps que tu connectes avec toi parce que j'étais déconnectée de mes valeurs, de ma cohérence, de qui j'ai envie d'être dans la vie. Donc, ça a été une belle étape, un rite de passage, une façon de me redécouvrir. Et peu de temps après, 2 ans, non, peut-être plus que ça, peut-être 5 ans après la dépression ou 4 ans, j'arrive pas dans le temps à me souvenir, mais quelques années plus tard, j'ai tout largué finalement pour partir à la conquête de ma propre personne et aller au bout de mon ambition. Hmm. Ok, quel beau parcours, effectivement. Tu nous avais montré des photos de toi à cet événement pour nous montrer effectivement la personne que tu étais dans ce cadre à cette époque et la personne que tu es devenue aujourd'hui. Euh, Peut-être que tu peux nous dire, du coup, qu'est-ce qui... donc, tu nous parles de ta dépression comme d'un privilège. Alors, c'est vrai que pour des gens qui sont euh, peut-être là-dedans en ce moment, c'est peut-être difficile, en tout cas, à entendre. Donc, ce que j'aimerais que tu nous dises, je vais avoir plusieurs questions. C'est qu'est-ce Oui. qui fait que tu as, qu'est-ce qui fait que tu dis que c'est un privilège, hein, même si tu nous en as déjà un petit peu parlé. Et puis toi, quels ont été tes moyens? Comment tu t'y es prise? Ça a été quoi les déclics parce qu'il y a des gens qui restent des années en dépression. Donc toi,
qu'est-ce qui a fait, qu'est-ce qui a été déclencheur, qu'est-ce qui a fait que tu t'en es sortie? J'ai été chanceuse parce que j'avais une image sur mon bureau. D'abord et avant tout, là, c'est peut-être que je vais le mettre en contexte. J'ai une image sur mon bureau, un dessin de moi qui me projette dans l'avenir. J'ai envie de participer à un événement qui est le championnat du monde de triathlon en Nouvelle-Zélande et c'est dans 18 mois. J'ai fait ce dessin-là, je sais pas, je dirais en janvier 2011, si je me rappelle bien, ou décembre 2011. Ce dessin-là m'emballe. C'est un objectif important pour moi d'aller et de me rendre et de m'entraîner, d'être assez en forme pour pouvoir accomplir ce rêve sur ma bucket list. À un moment donné, je descends dans mon sous-sol et je revois le même dessin. On est en février 2011 et là, je trouve ce dessin-là con, ridicule, sans valeur. Je trouve ça absolument déconnecté de ma part de penser que je peux peut-être réaliser un rêve aussi fantastique que celui-là. Et de me traiter de conne, qui est un mot négatif, qui est un mot que je n'utilise pas, m'a fait sursauter. Puis je me suis demandé pourquoi ce dessin-là, qui était si important, pouvait avoir perdu autant de valeur en peu de temps. J'arrivais pas à comprendre. Ça sonnait vraiment une sonnette d'alarme importante. Avec ça, au travail, j'avais des signes et symptômes depuis plusieurs mois de grande fatigue, d'absence de compréhension des textes que je lisais, d'absence de capacité mémorielle, absence de capacité à verbaliser des choses simples, à retenir des informations simples. Donc, tout ça s'additionnait, puis je me disais, il se passe quelque chose. J'avais mal aux yeux, j'avais mal au globe des yeux, en arrière des yeux. Je me suis dit, OK, j'ai regardé sur Google, peut-être du diabète, peut-être les hormones. Bref, je sais qu'il se passe quelque chose, mais je peux pas penser que c'est psychologique. Quand je suis allée voir le médecin, on a passé tous les tests possibles et inimaginables et finalement, j'ai eu un diagnostic de dépression. Je l'ai accepté tout de suite. Et je remercie le fait d'avoir eu un dessin qui a sonné une grande alarme. La dépression, il y a plusieurs phases. Hein. Il y a les phases où tu es triste, tu es fatigué, tu pleures. Après, ça va vers l'estime de soi qui est en chute libre. Puis ensuite, peut s'immiscer tranquillement pas vite les idées suicidaires. Puis tu t'enfonces dans la dépression qui est majeure. Je ne suis pas allée jusqu'à l'étape de la dépression majeure. On a considéré ça comme étant limitrophe, dépression légère à modérée. Ce qui accélérait probablement la possibilité d'une prise en charge rapide. J'ai eu de la médication. La médication m'a été fortement suggérée après un mois. Je suis pas là, moi, pour dire de prendre votre médication, de ne pas prendre votre médication. Je vais y aller au jeu. J'ai accepté de la prendre parce que c'était pour moi une bouée de sauvetage pour garder ma tête hors de l'eau. Si je suis perpétuellement en anxiété et je suis incapable de dormir, je vais être incapable de prendre soin de moi et par ricochet, incapable de prendre soin de ma famille. Et j'avais l'impression que je m'en allais et je m'enfonçais encore davantage. Donc, j'ai accepté de prendre la médication, mais j'ai un médecin brillant qui a changé le parcours de ma vie en me disant de faire du sport jusqu'à 6 heures de sport par jour. 6 heures, ça fait pas de sens. C'est extrême. Mais c'était une image forte qui me permettait de comprendre à quel point c'était important de bouger et que le sport est un puissant antidépresseur. Alors, je me suis rendue jusqu'à 2 heures, 3 heures de sport par jour, pas tous les jours. Puis, je me suis rendu compte que quand je faisais du sport, le nuage de la dépression, il se tasse. Puis après, il revient. Mais quand tu es essoufflé, tu es dans le moment présent. Il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur. Il y a juste moi, ici, maintenant, Karine Champagne. Et ça a eu un grand impact. Parce que je prenais des antidépresseurs, mais en même temps, je faisais tout pour essayer de rééquilibrer la chimie de mon cerveau. Donc, ma job et mon travail était de m'occuper de moi. Donc, je suis devenue mince, musclée, bronzée, cote, en forme, mais incapable de formuler une phrase avec plus que 5 mots. J'avais aucune capacité à communiquer. Ça a été vraiment court-circuité, mais à travers la grande noirceur, il y avait quand même des choses positives, puis il y avait des changements qui s'opéraient en moi. Donc, tu nous dis que ce dessin, ça a vraiment été le déclencheur, que finalement, tu n'as pas été dans le déni de cette annonce de ce médecin, et c'est certainement aussi ce qui t'a aidé à te relever très, très vite, parce que tu as accepté cet état tout de suite, et tu as eu donc un merveilleux médecin qui t'a entraîné sur une voie qui peut-être toi... et ce sera peut-être pas la voix de chacun,
Mais en tout cas, toi, c'était une voix qui te parlait déjà, puisque c'était un rêve que tu nourrissais depuis longtemps, de pouvoir faire du sport. Hein, c'est ça. Mais j'avais recommencé à faire du sport, ça faisait pas tellement longtemps. Donc, tout ça, c'est vraiment bien enchaîné. J'ai été 20 ans complètement sédentaire parce que tu travailles, un premier enfant, un déménagement, une séparation. Tu sais, quand on a des jeunes enfants, puis je suis convaincue que si vous êtes dans une partie de votre vie qui est peut-être un peu plus délicate, où tu as des jeunes enfants, où tu cours, tu es fatigué, tu es cerné, tes enfants dorment pas. Et là, si je te dis, va marcher et va courir, tu vas me dire, non, merci. C'est impossible. Je peux pas le faire. Puis je comprends. Puis quand on est tellement fatigué, on se dit que c'est impossible de sortir dehors. Mais une fois qu'on a essayé, on se rend compte que quand on sort, on est beaucoup plus énergisé et beaucoup moins fatigué que si on est resté sur notre divan. Est-ce que ça veut dire que tu es allé petit pas par petit pas quand même? C'est-à-dire, est-ce que tu as commencé par... j'imagine pas la dose maximale tout de suite. Tu as commencé par des tout petits pas, c'est ça? Absolument. Tout petit pas, sans pression. Étant donné que j'avais été 20 ans sédentaire, j'avais recommencé à courir peut-être quelques mois avant le diagnostic, là. Par-ci, par-là. C'est juste que je l'ai pris plus au sérieux, puis là, je me suis mise à vraiment mettre ma santé en priorité au niveau alimentaire, au niveau physique, au niveau du sommeil. J'ai vraiment mis toutes les chances de mon côté. Mais je suis vraiment, quand je suis sortie les premières fois, là, j'allais courir 1 minute, marcher 1 minute, courir 1 minute, marcher 1 minute. Donc, je suis pas partie en me disant il faut que je fasse 6 heures ou il faut que je cours 20 km. Je suis allée vraiment en douceur. Puis c'est la façon la plus extraordinaire pour se mettre en action. Il n'y a pas de pression, il n'y a pas d'obligation. Je suis pas poche ou nulle ou lamentable si je pars 4 minutes, le total de l'entraînement. J'ai fait quelque chose d'exceptionnel. Je suis passée à l'action pendant 4 minutes, ce que je n'avais jamais fait avant. Et d'accepter d'y aller petit pas à la fois. Ben, c'est comme ça qu'on grandit, c'est comme ça qu'on apprend, puis c'est comme ça qu'on intègre ça dans notre vie. Tu disais que le sport, ces premiers pas vers le sport ou la course t'avait aidé déjà à physiquement te sentir mieux, mais que ton esprit était toujours un peu embrouillé, que les difficultés de communication étaient toujours là. Qu'est-ce qui a fait... ça a été quoi le passage entre... je commence à me sentir un petit peu mieux, je suis aussi fière de pouvoir aller courir, ne pas rester allongée sur mon canapé, mais ça a été quoi le passage entre je vais un peu mieux et je vais vraiment mieux? Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Mais c'est tellement graduel. C'est vraiment récupérer de la dépression, ça se fait lentement. Donc, moi, j'ai fait du sport, je me suis reposée, j'ai dormi, j'ai bien mangé, j'ai perdu un grand taux de gras sur mon corps. J'ai vraiment fait tout. Au même titre que si j'avais souffert de cancer, j'aurais mis tout en place pour me donner les chances les plus puissantes pour m'en sortir rapidement. Donc, pour la dépression, j'ai fait la même chose. Et là, je me suis rendu compte tranquillement pas vite, puis c'est vraiment très particulier. Je me souviens en voiture d'avoir dit à mon chum « Ah, je pense que je suis guérie. » C'est vraiment comme si le nuage qui est dans ma tête, il y a des rayons de soleil qui transpercent ce nuage-là. Et je sursautais de ressentir comme j'avais comme des émotions. Puis là, je me souviens dans l'auto, je lui disais « Ça y est, je suis guérie, la dépression est partie. » Puis 30 secondes après, je lui disais « Ah, non, c'est revenu. » Je ne sais pas comment on peut expliquer ça. Je ne suis pas médecin, je ne suis pas psychologue, psychiatre, mais j'avais l'impression que des connexions commençaient à se faire dans mes cellules. Je dis ça dans mes propres mots, là, mais c'est vraiment la sensation que j'avais. Et ça revient de façon très, très graduelle. Un petit peu, puis là, à un moment donné, c'est quelques secondes par jour, puis après, c'est peut-être 1 minute, puis après, clic, ça commence à revenir. Puis à un moment donné, tu te lèves un matin parce que le plus difficile, c'est d'ouvrir ses yeux le matin et d'avoir une absence d'émotion, de sentiments, de vie et d'énergie. À chaque fois que j'ouvre mes yeux, je sais que je suis malade. J'ai pas mal,
Je sais que je suis malade. Je sais que c'est pas moi. J'ai pas d'entrain, j'ai pas de rêve, j'ai pas d'ambition, j'ai pas rien du tout. Puis à un moment donné, tu t'ouvres tes yeux et là, tu as l'impression que tu as un projet dans ta journée. Même si c'est pas grand-chose, il y avait un projet qui se pointait. Ça pouvait être de prendre ma douche, mais d'avoir envie, là, pour la première fois, de me rendre à la douche et non pas de ramper jusqu'à la douche. Et donc oui, c'est très important ce que tu nous dis là, c'est que finalement la guérison, elle est progressive, elle demande de l'investissement et elle ne tombe pas d'un coup, mais j'ai vécu ça aussi comme toi, ces moments où moi je l'exprimerais de cette manière-là, c'est-à-dire qu'on sent à nouveau les rayons de lumière s'infiltrer en nous, quoi. C'est vrai que c'est magique quand ça commence à arriver. La question que j'aimerais te poser, Karine, maintenant, j'ai souvent cette question posée, mais du coup par l'entourage des personnes qui sont en dépression ou en burn-out, pour lesquelles c'est assez difficile. Et est-ce que tu auras envie de dire quelque chose par rapport à ça, ce qui a pu t'aider peut-être de ton entourage ou pas d'ailleurs, parce que souvent l'entourage se sent impuissant à nous aider quand on est dans ce type de situation. Ouais. Je suis convaincue que c'est vraiment extrêmement difficile parce que il n'y a pas de mots, il n'y a pas de... C'est tellement intérieur, c'est difficile. Mais avec mon chum, on a toujours discuté très clairement de comment j'étais déconnectée. Il n'y a pas eu de cachotterie, il n'y a pas eu de filtre, il n'y a pas eu de je vais faire semblant d'aller bien. Avec les amis, il n'y avait pas de je fais semblant. Je souffre de dépression. Ça se peut que je me mette à pleurer pendant tout le souper. C'est déjà arrivé d'ailleurs une fois où j'avais fait un effort surhumain pour accompagner mon mari dans un événement, puis j'étais souffrante, je venais d'avoir le diagnostic, puis écoute, je pleurais. Tu peux pas faire semblant. Donc, avec mon chum, c'était clair. Donc, s'il revenait de travailler, puis il me disait, puis qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Puis je faisais comme, j'ai rien fait. Il disait, ah oui, est-ce que ça t'a fait du bien? Jamais il y a eu la phrase, mais grouille-toi le derrière, fais un effort, sors, va voir des copines. Si mes communications, tout mon système de communication est bousillé, parler ne me fait pas de bien, parler m'exténue. Écouter m'exténue. Si je parle au téléphone 20 minutes, je dois aller dormir 4 heures ensuite. Le bruit m'agresse. Regarder la télé, c'est impossible. Lire les journaux, c'est impossible. Regarder un film, c'est impossible. Lire un magazine ou un livre, c'est impossible. Donc, tout ça, c'est impossible. De me demander de sortir, d'aller voir une copine, quand j'ai l'impression d'être une moins que rien, de n'avoir absolument rien d'agréable à regarder, à dire, à verbaliser, c'est au-delà de mes compétences. Le sport, j'étais dans ma solitude, mais je me faisais du bien. J'étais quand même en action pour quelque chose. Puis avec les enfants, on avait des jeunes enfants de, je dirais, 5 ans, 9, 10, 11, donc 4 garçons une semaine sur 2, 2 enfants une semaine sur 2, donc tu sais, il y avait quand même de l'action. Je l'ai dit clairement aux enfants. Je suis là maintenant à la maison, je suis là le matin parce que je souffre de dépression. Ça veut dire que quand vous allez me dire qu'il n'y a plus de lait ou il n'y a plus de bananes, je vais pleurer pendant 4 heures. Ne le prenez pas personnel, ça n'a rien à voir avec vous. Donc, il y avait des mots verbalisés. Il n'y avait pas de maman est en vacances ou maman doit se reposer. Non, maman souffre de dépression. C'est une maladie et je dois en ce moment me guérir, me soigner par la sieste, par le repos, puis par l'absence de travail. Puis on a mangé du McDo beaucoup. On a commandé de la pizza beaucoup. Je suis incapable de faire l'épicerie. J'ai de la misère à m'organiser dans ma journée. Donc, partir faire l'épicerie, c'est impossible. Donc, appeler la pizza et du junk food, on en a mangé. On en a mangé beaucoup. Les enfants en ont mangé beaucoup. Puis, c'était comme ça. Puis, c'est tout. Ce qui a facilité certainement le passage de cette dépression, c'est aussi l'expression de ce qui se passait réellement, sans tabou, sans non-dit.
et avec beaucoup de bienveillance aussi de la part de ton conjoint, certainement. Ah oui. Oui, puis ça m'est arrivé de côtoyer après une femme qui me disait: Ah, moi, je suis toute seule avec mes 3 enfants, j'ai personne pour me donner un coup de main. Puis j'avais organisé une journée chez elle où on était 4, où on était allé faire le ménage de son appartement qui était vraiment sale à souhait. Et je dis ça sans jugement. Je comprenais que c'est une femme malade qui ne pouvait plus subvenir aux besoins de la maison. Alors, on a vraiment récuré sa maison de fond en comble. On lui avait préparé avec plein de femmes des repas congelés, de la soupe, de la sauce à spaghetti, pour être sûre qu'elle soit juste capable de prendre ça dans son congélateur, le mettre au four. Pour moi, c'est le plus grand cadeau que tu peux pas offrir à quelqu'un de souffrant. C'est pas de l'amener manger au restaurant, c'est juste d'aller faire le ménage, puis amener de la bouffe. Puis elle n'a manifesté aucune gratitude quand on est parti. Elle n'est pas ingrate, elle est malade. Elle n'a pas tant conscience de ce qui se passe actuellement et de l'effort qu'on a fait pour la soulager. Mais je sais à quel point elle a apprécié. Donc, c'est ça qui est difficile pour l'entourage parce que tu comprends pas. Puis, j'ai pas d'émotion. Contente, pas contente, stressée, pas stressée, enjouée ou pas, ou gâtée ou pas. C'est la même chose pour moi. Il n'y a rien qui résonne. Il n'y a rien qui bouillonne. Il n'y a rien d'excitant dans ma vie. Je disais, je ne sais plus le pourcentage, mais il y a un pourcentage assez élevé de risque de récidive dans le syndrome de la dépression. Qu'est-ce qui aujourd'hui, toi, te permet de continuer à aller bien? Ouais. Concernant la récidive, ok, je suis pas médecin, j'ai pas de statistiques. Pour moi, je peux pas m'avancer scientifique. Pour moi, le mot récidive ou fragile après une dépression, je suis pas d'accord. Je rejette ça d'emblée. Je pense que lorsqu'on est blessé, par exemple, si je me fais mal en courant au mollet. Là, je me suis soignée, je me suis guérie, j'ai été peut-être 1 mois alitée, j'ai mal au mollet, là, tout va bien. Je reprends la course à pied. Je commence à avoir une petite douleur et je connais cette douleur-là. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais arrêter, je vais peut-être aller chez le physiothérapeute, chez l'ostéopathe, l'acupuncture, je vais mettre de la glace. Je vais prendre en charge mon mollet parce que je n'ai pas envie de retraverser ou de pousser la barrière jusqu'à temps que le mollet déchire à nouveau. Pour moi, la santé mentale, c'est la même chose. On a des signes et symptômes. Tu ne te lèves pas le matin avec une dépression. Non. Tu as eu des signes et symptômes. Fatigue, larmes, émotions, maux de tête. Moi, je trouve que le physique parle fort. Maux de tête, étourdissement. On pourrait faire un grand sondage de tous les gens quels étaient les signes et symptômes. On aurait des choses qui se ressemblent, maux de cœur. Puis il y aurait des choses qui sont variables. Je les connais, mes signes et symptômes. La gastrite, entre autres, quand je commence à avoir des douleurs à l'estomac, ça veut dire que je digère plus ce qui se passe dans ma vie. Donc, je suis devenue consciente et c'est un signal d'alarme. Est-ce que ça veut dire que je suis faible? Non. On ne va pas me dire que je suis faible si j'ai mal au mollet puis je prends une pause. Fait que pour moi, la santé mentale envoie des signes et symptômes, envoie des signaux d'alarme et je suis consciente. Ça veut dire que si je vois que je file pas, je commence à être plus émotive, la petite lèvre qui shake ou envie de pleurer, je vais annuler mes rendez-vous, je vais dormir, je vais aller me faire masser, je vais aller au spa, je vais permettre à mon corps de récupérer, de prendre ce call et de reprendre ensuite 1 journée, 2 jours, 3 jours plus tard. Quand tu connais ton corps, quand je sais qu'est-ce qui fait en sorte que je peux me retrouver dans une situation où je suis pas épanouie au travail, j'ai l'absence d'ambition de la part peut-être de collègues, X, Y, Z, je sais que je suis à risque et que je dois voir à la situation rapidement. Fait que pour moi, c'est un privilège de connaître les signes et symptômes de la dépression, de l'anxiété. Tu restes vraiment en contact avec les signaux de ton corps, les signaux que ton corps envoie pour justement te prévenir et ne pas attendre que les symptômes s'aggravent. Exact. C'est ça. C'est ça. Si on a une bosse au sein, Sylvie, qu'est-ce qu'on va faire? On va se garrocher chez le médecin. On n'attendra pas que le sein soit déformé. On sait qu'on est à risque puis on veut être certaine.
Tant mieux s'il n'y a rien, tant mieux si c'est juste, je sais pas moi, un kyste ou... mais on va prendre tout de suite en charge. Si on a un bouton, une bosse dans le cou, peu importe, on va aller rapidement chez le médecin. La tête, c'est la même chose. Il n'y a pas de honte. Je ne sais pas c'est quoi les stats en Europe, chez vous, mais ici, c'est quoi, une personne sur 5 à peu près? L'Organisation mondiale de la santé a dit que c'était la maladie qui mettait KO. C'est la première raison. Oui, c'est ça, c'est 1 sur 5 va être une fois au moins dans sa vie confronté à la dépression. Donc c'est énorme, c'est énorme. C'est énorme! Ça, c'est sans compter celles qui ne l'ont pas dit, peut-être sans compter celles qui ont traversé ça sur 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, sans compter tant de gens qui pensent que c'est la faiblesse. Pourquoi on n'a aucun contrôle sur la chimie de notre cerveau? Pourquoi on serait faible? On n'est pas faible. On a enduré beaucoup, on a accepté, on a oublié de verbaliser, on n'a pas regardé les signes de notre corps parce qu'on s'est dit qu'on devait être des ultra performants puis que ça se faisait pas. Non. On pèse sur reset, on revient à la case départ, on se découvre, puis on y va en douceur. Ouais. Alors, dis-moi, si pour terminer cet entretien, ce que j'aimerais que tu nous dises, ce serait quoi pour toi les 3 clés majeures, principales pour justement éviter soit de tomber dans la dépression, soit d'y retomber. Voilà, qu'est-ce que tu nous donnerais comme pépite? Ouais. Écoutez les signes de son corps. Vraiment, si vous pleurez depuis 3 semaines pour rien, c'est pas normal. 24-48 heures peut-être. Donc, vraiment être à l'écoute des signes de son corps, ça pour moi, c'est capital. Se connecter. Pourquoi je me sens comme ça? Comment ça? OK, là, je me rends compte. Par exemple, peut-être si on a cette discussion-là en ce moment, quelqu'un nous écoute et dit « Ah, c'est vrai, j'ai l'impression de pas très bien aller depuis un petit bout. » Comptez le nombre de jours. Surveillez votre état. Ça serait la première chose. La deuxième chose, ajoutez du bonheur à votre vie. Que ce soit le sport, pour moi le sport est important, le loisir, une activité, mais si on mettait le sport, allez marcher. Plus vous vous sentez fatigué, déprimé, en larmes, demandez à votre corps une petite marche. 5 minutes. Essayez 5 minutes. Ça peut peut-être faire une différence. Et ultimement, pour éviter de tomber profondément, si vous voyez qu'il n'y a pas de changement, consultez. Il n'y a pas de honte à consulter. C'est primordial, c'est prioritaire. Plus on prend les troubles anxieux et dépressifs rapidement, moins on hypothèque le système de santé. Peut-être qu'on n'aura pas besoin de s'absenter très longtemps du travail. Les compagnies d'assurance payent une fortune. Ça n'aura peut-être pas d'impact non plus sur ta famille. Ça n'aura peut-être pas tant d'impact sur ton couple. Donc, c'est de prendre et de se responsabiliser que d'aller consulter. Merci infiniment. Et j'ai une petite question. Tu nous as pas dit ce que c'était MV. Ah oui, c'est vrai. Voilà. J'ai créé un groupe. Okay? À la suite de ma prise en charge physique et mentale, je me suis dit, ah tiens, je pense que je pourrais peut-être partager ça avec des femmes et les aider à prendre le contrôle de leur vie grâce au sport et de les aider à voir la dépression autrement, sans tabou. Et j'ai créé un petit groupe qui s'appelait et qui s'appelle encore Karine et ses merveilleuses. On était au début 50 femmes. Mon objectif fou était un jour qu'on soit 25 000 femmes dans ce groupe-là. Et à l'heure où je te parle, on est à quelques femmes d'atteindre le chiffre magique de 34 000 femmes. Alors, c'est une grande communauté où j'encourage les femmes à bouger, que ce soit la course, la marche, la danse, peu importe, et surtout à voir la vie autrement et à accepter de prendre des mots beaucoup plus puissants positivement que de passer son temps à dire que c'est dur, que c'est tough, que j'aime pas ça et de focusser ou focaliser sur ce qu'on n'aime pas. Alors, c'est un grand mouvement dont je suis extrêmement fière. Parce que ça part d'une dépression, d'une prise en charge et ça peut peut-être contaminer de façon très positive
des centaines de milliers de femmes francophones partout dans le monde. Waouh! Mais en tout cas, c'est une merveilleuse initiative. Je te remercie infiniment de ce temps que tu nous as consacré à moi et aux personnes qui écouteront cette interview. Et écoute, je te laisse le mot de la fin. La vie est fantastique. Il n'est jamais trop tard pour commencer à bouger. Si vous avez 50, 60, 22 ans, 95 ans, vous n'avez pas de contre-indication médicale, enfilez vos running, vos baskets, vos espadrilles. Connectez avec la vie, célébrez le fait d'être capable de sortir avec vos deux jambes, vos deux bras, vos yeux, vos oreilles. Puis vous avez peut-être aussi une difficulté physique, mais ça vous n'empêche pas de sortir et de profiter de la vie. Attendez pas à la fin, à votre dernier souffle. C'est maintenant que ça se passe. Merci Karine. Grand plaisir. Merci Sylvie.